Michel Gallier, on revient vers vous. Vous êtes politologue. Alassane Ouattara qui promet de ne pas faire un troisième mandat, qui revient dessus à la mort de son dauphin et y va, et qui ne choisit pas un autre dauphin. Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas d'autre alternative pour Alassane Ouattara? Bon, il avait dit effectivement qu'il se retirait et si je me souviens bien, le président Macron l'en avait félicité. Et puis tout d'un coup, il change d'avis et contre la Constitution qui prévoit que 2 mandats, il veut faire un troisième mandat. Dès lors, on savait qu'on allait, comme on disait tout à l'heure, à la catastrophe, puisqu'il y a eu des manifestations en août, où notamment la leader de la société civile, Paul Chéric-Ballet, a été emprisonné pour avoir demandé qu'on respecte la Constitution. Depuis, il y a environ une centaine de morts, plusieurs centaines de blessés, de prisonniers politiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre sujet, c'était les forces spéciales qui sont logées à l'hôtel Sebroco, qui sont dirigées par le frère Ouattara et qui sont chargées de la répression. Pourquoi? Parce que l'armée est divisée en deux. Et l'opposition qui a fondé le Conseil national de transition pense qu'une partie des forces armées, ce qu'on appelle les corps habillés, la gendarmerie et la police, vont, comme ça s'est passé dans notre pays, se retourner et se ranger du côté du Conseil national de transition. Un peu un modèle à la burkinabé au moment de la chute de Compaoré en 2014. Alors justement, à propos de la stratégie de cette opposition, on a entendu dans un sujet un militant PDCI évacué par la police répétant « La rue va commencer maintenant ». L'opposition qui n'a pas réussi à bloquer le pays comme elle le souhaitait parce que les gens ont peur. Alors est-ce que cette stratégie de l'opposition avec ce Conseil national de transition va marcher désormais? Bon, alors je ne lis pas un bout de cristal, mais effectivement, oui. On parlait de Ouaga en 2014, Compaoré tombé en quelques jours avec un prix humain élevé. Et c'est un peu ce que voudrait l'opposition. Seulement, il est question des forces armées, comme on le disait. Il n'y a plus l'ONUCI, les forces de l'ONU, des Nations Unies de 2011. Le 43e BIMA, la base militaire française, pour le moment, reste complètement neutre. Donc, elle espère, cette opposition, que les forces armées vont se diviser et petit à petit vont se ranger du côté de l'opposition, qui est quand même très, très majoritaire, à mon sens, dans le pays, puisqu'en gros, le FPI de Laurent Gbagbo représente peut-être un tiers de l'électorat. Le PDCI d'Henri Konan Bédié représente aussi un tiers, donc ça fait 2 tiers. Et il reste pour le RDR d'Alassane Ouattara environ, à l'heure actuelle, de 15 à 20%. Donc, vous parlez du scénario burkinabé, mais il y a aussi le scénario gabonais avec Ali Bongo et Ping, et au final, c'est le pouvoir qui a gagné. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question de répression, effectivement, de sang qui coule. Je vous rappelle qu'en août, il y a eu un entretien là-dessus assez animé entre le président Macron et Ouattara, puisqu'il y avait déjà plusieurs dizaines de morts qui avaient été corroborés par Amnesty International. Donc, à partir d'un certain nombre de victimes, dans la presse internationale, ça devient insupportable. Et ces victimes, c'est par qui? C'est pas du tout des jeunes gens qui s'affrontent, hein. Ce sont des miliciens pro-Ouattara armés de machettes qui sont en parallèle, c'est ce qu'a documenté Amnesty International, en parallèle des forces républicaines, si on peut dire, les forces de l'ordre, vont découper des gens à la machette dans les villages. Donc on sait très bien qui sont les agresseurs en ce moment. Et ce sont les gens, il faut bien le dire, du clan Ouattara. Mais alors, est-ce que dans ce contexte, il est encore possible de négocier avec une opposition qui dit que ce président Ouattara, justement, est illégal, est un président illégal? Toujours, toujours. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs dans un entretien avec Denise Epoté, le président Gbagbo. Asseyons-nous et discutons, c'est son leitmotiv, effectivement. Et s'il y a des violences qui montent, à partir du moment, que ce soit avec Alassane Ouattara ou avec ses proches, il y a toujours des discussions possibles, à mon avis. En tout cas, l'Union européenne a exprimé sa vive préoccupation, mais aucune condamnation. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU appellent l'opposition à respecter l'ordre constitutionnel. C'est mal parti pour l'opposition qui, visiblement, ne reçoit aucun soutien. Vous savez, la CEDEAO, on l'a vu au moment de la crise 2000-2011, c'est vraiment une coquille vide. Elle suit, comme l'Union africaine, souvent les consignes des chancelleries occidentales et parfois françaises, il faut bien le dire. Donc, elles ont tendance, c'est ce qu'on appelle aussi, en plaisantant parmi les politologues, le syndicat des chefs d'État africains, ils se soutiennent un peu entre eux, quitte à changer complètement de cheval
au moment où il y aura un renversement de régime. Situation qui nous rappelle étrangement la Guinée. Justement, en Guinée, là aussi, l'opposition conteste la victoire du président sortant Alpha Condé. L'appel à manifester du jour n'a pas été suivi. Par ailleurs, 4 candidats déclarés perdants, dont Cellou Dalein Diallo, arrivé deuxième selon la commission électorale, ont déposé des recours devant la Cour constitutionnelle. Un mot peut-être, Monsieur Galli, sur la situation en Guinée. Oui, je dirais, c'est tentant de comparer les deux situations, puisqu'il y avait des présidents assez âgés dans les deux cas qui voulaient un troisième mandat, ce que contestait l'opposition. Mais la différence, je pense, c'est que Alpha Condé, certes, a fait voter une nouvelle constitution, mais pour autant, avait-il le droit de se représenter une troisième fois? Cellou Diallo et son parti, et même la plateforme de l'opposition, le refusent. Pour autant, personnellement, ayant connu la Guinée à plusieurs reprises, il me semble qu'Alpha Condé a un électorat beaucoup plus large que Alassane Ouattara. C'est la différence. Michel Galli, merci. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Côte d'Ivoire et dans le reste de l'actualité au Cameroun. On a appris qu'au moins 6 professeurs ont été enlevés dans une école presbytérienne de Kumbo, dans le nord-ouest anglophone, par des individus lourdement armés. Aucune revendication pour l'heure, mais des négociations sont en cours. Et puis c'est désormais officiel, le président algérien Abdelmajid Tebboune est infecté par le coronavirus. Cela fait une semaine qu'il est soigné dans un hôpital de Cologne en Allemagne. Il est âgé de 74 ans. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à demain.